Et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas on-off, c'est une progression. Donc peut-être que vous n'aurez pas votre financement, c'est pas grave. Mais peut-être que dans 6 mois après, vous referez la même chose et vous l'aurez. Mais vous serez encore obligé de passer par ce 4 pattes, debout, marcher, etc. Mais j'ai tendance à ruminer. J'ai la possibilité de faire ça, si, ça. Ça mélange et ça me perd. Et au bout d'un moment, c'est comme si je surchauffe. Ce qui me fait rêver, c'est une villa au bord de mer. Mais... Salut tout le monde, je suis accompagné de Cyril et Adrien. Cyril. Salut Adrien et salut Cyril. Salut. Merci d'être venu jusqu'à Toulouse chercher du soleil, même si apparemment vous êtes un peu déçus. Un petit peu. Un petit peu. Pourtant, il y a un grand ciel bleu là quand je suis arrivé, franchement. Ah ouais? Pas convaincu. Ah ouais? Non, Ok. À l'instant alors. Ok, je vais vous laisser vous présenter. On est en mode coaching aujourd'hui. Donc, pour rappel, on avait fait un petit appel à des candidats qui voulaient participer sur le podcast et venir raconter un petit peu leur histoire et surtout leurs problématiques pour investir dans l'immobilier. Ni l'un ni l'autre n'avez déjà investi dans l'immobilier. Du tout. Voilà. Et donc, je vais vous laisser d'abord vous présenter brièvement quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie, ce que vous avez fait, etc. Qu'est-ce qui vous a amené aussi à vous intéresser à l'immobilier? Qui veut commencer? Adrien. C'est parti. Donc, je m'appelle Adrien. J'ai 23 ans, né en 2001. Et je suis ouvrier agricole du côté de Verdun, donc à 20 minutes de Verdun, dans un village d'un peu plus de 100 habitants. Et pourquoi l'immobilier? C'est pour me construire un patrimoine, tout simplement, construire une richesse en fait. Et après ça aussi, apprendre, acquérir des compétences et qui vont me servir sûrement par la suite. Ok. T'es salarié? Ouais. Ok. Cyril? Cyril, je suis coordinateur hygiène dans une entreprise agroalimentaire à Reims. Ok. Bon, il y a plus de 100 personnes du coup. Mais je suis salarié aussi, je suis en CDI. Et pourquoi l'immobilier? En fait, j'aime pas m'ennuyer. Et ce côté très 9 à 5 et de rien faire, et de retourner chez soi et de se poser devant sa télé, d'aller dormir et de se réveiller pour retourner travailler, ça m'ennuie un peu. Ok. Et je sais pas, j'aurais bien aimé faire quelque chose. Apprendre, pareil, rater, louper, réussir, j'en sais rien. Ok. Mais juste Intéressant. tester. Intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner vos revenus? Donc 2000 €. Après, c'est pas fixe, parce que c'est à l'heure et je peux faire des heures sup, mais en moyenne 2000 €. Net? Ouais. Tu parles de 2000 € net? Ouais, Ok. parce que j'habite encore chez mes parents, donc je peux épargner. Cool. Combien tu peux épargner à peu près? À peu près au moins 1500, 1800. Ok, donc sans loyer évidemment. C'est ça. Ok. Toi Cyril? 2000 € net, Ok. plus à la hausse parce que prix Immersup, j'en fais pas mal. Ouais, ok. Et j'habite pas chez mes parents. Ouais. Et T'habites tout seul? J'habite tout seul. Ok. C'est quoi ton loyer? 480. Et en capacité d'épargne, je suis pas un grand dépensier, mais j'aurais peut-être plus dit 600, 650, 700. Ok. Et vous avez déjà de l'épargne constituée chacun? Ouais, là j'ai un peu plus de 3000 € sur mes livrets. Ok. Et toi Cyril? Dans mon livret A, pas 150 000 €, dans mon livret A, je dois avoir 6 000 € et on va dire 4 000 € par-ci par-là. Parce que ça fait un moment que je travaille. 10 000 € global? Ouais. Ok. Et t'as quel âge toi Cyril? Tu ne l'as pas dit. J'ai 24 ans. 24 ans. Bon, intéressant parce que même génération, même âge, même situation, on va dire, même revenu au final. Enfin, même revenu, même situation salariale. Pas même situation du coup en matière de charges, parce qu'on voit que chez Adrien, il y a une capacité d'épargne qui est beaucoup plus importante. Mais malgré tout, sur une banque, ça risque quand même d'être considéré comme il n'y a pas de loyer, donc il va falloir prévoir ça. Donc en termes de capacité d'emprunt, je pense qu'on va avoir à peu près la même, parce qu'ils vont considérer dans une banque qu'Adrien va avoir des charges, quoi qu'il en soit, de loyer. Si vous êtes ici, c'est pour investir dans l'immobilier locatif ou c'est pour acheter une résidence principale? En fait, j'aimerais bien faire les deux. Pour ma première opération, justement, partir de chez mes parents et en même temps avoir un appartement à côté locatif, ça serait vraiment le top.
Donc un projet mixte où tu pourrais vivre et louer aussi à côté. C'est ça. C'est ouais. ça. Ça, Ok. ça serait le top. Ok. À choisir, tu ferais quoi si tu devais choisir entre les deux? Plutôt le locatif en premier. Ok. Après, au niveau des banques, je sais pas si eux, ils préfèrent peut-être plutôt la résidence principale. Ok. Ça, c'est sûr que les interlocuteurs bancaires dans les voilà, classiques, ils vont préférer à votre âge que vous ayez une résidence principale et souvent, ça va être un petit peu ce qu'on va vous dire. Vous êtes déjà confronté, après on viendra à Cyril, vous êtes déjà confronté à des banquiers? Ouais. Ok. Alors vas-y Cyril, dis-nous toi RP ou locatif et après vous allez nous raconter votre expérience avec les banques. À la base, moi j'étais vraiment parti sur un côté locatif parce que, comment expliquer, je viens de loin, du coup j'arrive pas à me positionner comme je vais m'arrêter là et je vais prendre ma résidence principale là. Après je sais que c'est un peu un... Quand tu dis tu viens de loin, ça veut dire quoi? Je viens de Guadeloupe. Ok. viens de Ah, Guadeloupe. loin géographiquement. Géographiquement, Ouais, ouais. ok. Et du coup, j'arrive pas à me dire je vais faire une résidence principale là. Du coup, je m'étais vraiment même pas intéressé à ce côté-là. Mais pareil, après des rencontres bancaires, Ouais. c'est souvent ce qu'on me dit et j'essaye de, pas contourner, mais j'essaye de voir mes options. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous vous êtes déjà confronté parce que vous aviez un projet identifié, vous avez déjà essayé ou c'était juste pour avoir une capacité d'emprunt? Bah, c'était les deux en fait. J'ai fait un peu les deux en même temps. Et donc, aujourd'hui, ils estimaient à peu près à 100 000 euros ma capacité d'emprunt. Ok. Mais est-ce que tu y allais avec t'as déjà signé un compromis ou pas? Non, du tout. Ok. Donc 100K euros. Ça, c'est ce que te disait la banque. Ouais. Toi, Cyril? J'ai déjà été confronté parce que, oui, j'avais déjà eu des projets en tête, pardon, que ce soit locatif ou principal. Locatif, c'est un peu plus compliqué, mais en principal, à peu près 100 000 euros aussi. Ok. En RP. Exact. Ok. Toi, c'était en RP ou Ouais, RP. RP. C'est ça le truc. Ouais. Ah ouais. Ok. Donc là, on a vraiment la problématique, c'est du fait de votre âge, les banquiers veulent vous financer pour des RP, mais veulent pas pour du locatif. Exact. Bon. Ouais. Première chose, et je sais qu'il y a aussi des banquiers qui m'écoutent. Première chose, vous pouvez très bien acheter une RP et décider finalement de la louer. Ok. Donc, on peut dire que c'est de la RP, mais ça sera pour du locatif. En tout cas, on a déjà vu des gens qui ont acheté pour une RP, qui ont changé d'avis et qui finalement l'ont mis en location. Il n'y a, C'est pas ce qu'on peut dire. y a pas une jurisprudence que comme quoi c'est un peu, comment dire, tromper quelqu'un. Alors, si tu le fais dans ce but-là, oui. Si tu le fais dans ce but-là, oui. Si jamais tu décides d'acheter, vous avez 23 et 24 ans, vous avez le droit de changer d'avis, de changer de boulot, de déménager, de vous mettre avec quelqu'un, d'avoir d'autres projets, etc. Donc tu peux aujourd'hui, et tout va très vite, en plus tout peut aller très vite à cet âge-là. Donc tu peux très bien acheter une résidence principale aujourd'hui, l'habiter quelques mois parce que c'était ton projet, et puis devoir la mettre en location parce que par exemple, tu as une opportunité professionnelle à 500 km de là. Donc, tu vois, ce que je veux dire, ça s'explique aussi. Voilà. Où tu te mets avec quelqu'un et du coup, ça a plus de sens parce que vivre dans un studio à deux, c'est plus compliqué. Tu vois, par exemple. Alors que pour vous, peut-être que vous pouvez vous contenter d'un studio, d'une pièce au départ, ce qui est entendable en fait à votre âge. Voilà. Mais ce qui l'est moins quand tu es deux personnes et quand tu commences à te rapprocher de la trentaine, tu vois. Donc, moi, je dis, tout s'explique. Voilà. Après, il faut savoir raconter l'histoire et surtout prévoir la fin dès le début. C'est toujours ça qui est un peu compliqué. C'est quand tu essaies de dévier de ton histoire au fur et à mesure après qu'elle ait démarré, en fait. Voilà. Mais après, juridiquement et tout, évidemment, il ne faut jamais mentir à un banquier. Le but, c'est de toujours être droit et de tout dire. Donc, je dirais le but principal, c'est quand même de trouver le bon interlocuteur qui comprend ce que vous faites. Parce qu'en soi, l'endettement, qu'il soit sur la résidence principale ou qu'il soit sur la location, c'est le même. Hein. Si vous avez une mensualité de 400 euros par mois, que vous ayez du locatif ou de la RP, si votre locatif il est vide, vous devrez l'assumer de la même manière que la RP. Et même si on raisonne risque et mathématiques, il y a moins de risques si c'est un locatif que si c'est votre résidence principale. Parce que vous avez un loyer en face pour rembourser votre crédit. Résidence principale, vous perdez votre boulot, vous n'avez pas d'aide au chômage, vous n'avez rien, comment vous faites pour payer votre crédit vis-à-vis de la banque? Donc en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que les banques veulent faire investir les gens dans la résidence principale pour sécuriser leur avenir, et moi je trouve ça normal, mais mathématiquement ça n'a aucun sens. Et même pour couvrir leur risque, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux avoir un revenu en face que de ne pas avoir de revenu et avoir la même dette.
Malheureusement, on n'est pas à leur place. Voilà. Donc, je pense que la première chose à faire pour vous, c'est de démultiplier les interlocuteurs bancaires. À votre âge, vous n'avez pas grand-chose à vendre. C'est-à-dire, vous n'allez pas arriver à une banque en disant j'ai, je sais pas moi, 1 million d'euros de flux pro à vous donner, j'ai 300 000 euros d'épargne à vous poser, etc. Mais par contre, vous avez quand même l'avantage d'avoir l'énergie pour aller en démarcher 15. Chose qu'à 40 balais, tu n'as plus envie de faire. Tu vois. Donc, tu t'essouffles au bout d'un moment. Donc, allez démarcher peut-être des gens, c'est la première chose. Des banquiers. Regardez avec qui vous avez du feeling ou pas. C'était des interlocuteurs féminins ou masculins que vous aviez ? Féminin ? Mais il y a eu les deux. Les deux ? Il y a un truc, vous avez senti quelque chose quand c'est une différence ? Quand tu as eu les deux, toi ? Non. Il n'y a pas une approche différente du risque ou un truc ? Si, un peu. Ouais. Plus, ça dépend, on va dire, de l'âge de la personne, en général. Quelqu'un de plus jeune, il aura plus tendance à voir l'ambition du truc. Oui, c'est vrai. T'as l'âge qui joue. T'as le genre, parce que, mine de rien, moi j'ai constaté, mais ça c'est un truc hyper perso, mais j'ai constaté que quand j'avais des interlocuteurs masculins, il y avait plus de jalousie que quand c'était un interlocuteur féminin, tu vois, qui faisait pas de comparaison. Alors que tu sais, de mec à mec ou de femme à femme, t'as toujours tendance à comparer un peu, tu vois. Alors que finalement, de sexe opposé, un peu moins. Donc ça, c'était un truc que moi j'ai constaté, mais à mon échelle. Après, je sais pas si vous, ça sera le cas ou pas. Mais trouvez en tout cas la personne avec qui vous avez du feeling et qui a du feeling avec vous. Enfin, faut que ce soit un feeling, c'est souvent réciproque. Voilà. Ça marche pas d'un seul côté. Mais si vous avez trouvé cette personne, vous pourrez discuter aussi plus ouvertement. Parce que, je sais pas, est-ce que vous n'avez pas cette sensation quand vous allez à une banque de vous sentir un peu inférieur ? Pour le moment, si, parce que je n'ai rien justement à leur proposer, comme tu as dit. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour appuyer le dossier. T'as pas la contrepartie. En fait, dans la négo, t'es pas armé pareil, quoi. C'est ça, ouais. Je me sens un peu aller à la guerre avec un couteau, quoi. Ouais. Tu sens que t'as besoin d'eux, mais qu'eux, ils ont pas besoin de toi. Un peu ça, ouais. C'est pareil, Cyril ? On va dire que j'ai l'impression qu'ils en ont vu des milliers avant moi et que je parais un peu moindre. Ouais. Ce qui est pas vrai. Ouais. Mais c'est ça. Et je pense qu'il faut arriver à trouver la personne qui va arriver à vous se mettre à votre place et qui va comprendre pourquoi vous le faites. C'est-à-dire que je ne suis pas une énième personne qui vient mandater un crédit en rêvant. Je viens faire un truc concret, que j'ai bien réfléchi, c'est carré, c'est propre, etc. Et je pense que ça, vous aurez plus de chances de vous faire financer quelque chose une fois que vous aurez trouvé un bien, identifier quelque chose, on va en parler après des étapes, mais identifier vraiment un truc concret, arriver avec un dossier béton, une belle présentation. Alors, si vous n'avez pas une âme d'artiste ou une âme graphique, aujourd'hui, avec des outils comme Canva ou autres, qui sont gratuits, on peut faire plein de choses sans être graphiste et connaître le sujet. Et vous pouvez vous régaler, prendre un template, etc. Le banquier, il verra que du feu. Il pensera que vous êtes graphiste, même, il va vous demander des prestations. Mais en tout cas, vous allez arriver à quelque chose de solide. Et il y a une phrase en anglais que j'aime bien, c'est « fake it until you make it ». Donc, tant que tu l'as pas fait, tu fais comme si tu l'avais déjà fait et tu fais comme si tu étais déjà arrivé à échéance, tu vois. Et en fait, les gens qui ont cette vision-là, alors ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et se prendre pour Elon Musk, et d'ailleurs, je le conseille à personne. Mais clairement, si vous arrivez à projeter déjà là où vous serez demain en investissant dans un bien, 2 biens, 3 biens, après on va en parler de votre ambition aussi, mais franchement, vous aurez plus de facilité à être, je pense, pris au sérieux et crédible. Parce que l'âge, pour moi, c'est pas un sujet. Vous pouvez avoir 24 ans, avoir fait plein de choses, vous pouvez avoir 40 ans, avoir rien fait du tout. Donc, il faut pas que le banquier s'arrête à ça. Et dès que vous allez sortir une presse avec un projet ficelé en disant voilà ce que ça va me rapporter maintenant, ou pas, mais voilà ce que ça me rapportera à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, voilà pourquoi je le fais. Et voilà ce que vous pouvez gagner vous aussi. Franchement, je pense que là, le banquier ne peut pas vous dire ok, c'est un énième mec qui vient me présenter un truc. Okay. Est-ce que vous avez déjà une approche comme ça ou est-ce que c'était plutôt voilà mes revenus, qu'est-ce que vous pouvez me prêter ? Ouais, c'était plutôt la deuxième solution. Ouais. J'ai essayé de faire quelques calculs, mais ça restait léger. Ouais. Moi, je me suis beaucoup renseigné, que ce soit sur les calculs banquiers, le 70%, etc. Et au tout début, oui, je venais plus dans le sens, ma capacité d'emprunt. Ouais. Mais après, j'essayais d'être plus professionnel. En général, on écoute quelqu'un qui a plus confiance en lui. Mais souvent, ce problème d'âge, il revient. Et voilà, parfois même, il
j'ai l'impression qu'ils y croient pas. Ouais. Parce qu'ils ont aussi leurs propres idées limitantes, comme tout le monde, quoi. Mais vous êtes en CDI tous les deux, on est d'accord? Ouais. Ça, c'est parce que Non, là je suis en CDD. Ok. Et après, il y a une possibilité de CDI Ok. à négocier. Bon, on va considérer que tu es en CDI. Ouais. Parce que sinon, on va faire du spécifique CDD et on va considérer que tu es CDI parce que de toute façon, malheureusement, les banques, elles vont considérer que tu es CDI. Ok. Donc, on va considérer que c'est déjà le cas. C'est ton premier emploi? Non. Ok. Mais j'en ai enchaîné beaucoup. Ok. Et donc. CDD? Ouais. Ouais, ok. Et j'ai pas eu forcément de stabilité. Donc, Ok. ça peut jouer aussi. Ouais, ça peut jouer. Ok. Donc, ça, il faut arriver aussi à entendre au banquier que dès que tu as un CDI, boum. Tu vois, t'es stable, Ok. t'es arrêté, etc. T'as pas besoin de lui faire tout ton historique. De toute façon, il te demande les 3 derniers bulletins de salaire et le contrat de travail actuel à la limite. Mais t'as pas besoin de lui faire tout ton CV, tu vois. C'est pas du recrutement, donc au final, il a pas besoin de savoir tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que malheureusement, j'ai envie de dire, le CDI, ça va toujours assurer plus qu'un CDD ou qu'un intérim. Mais vous pouvez avoir aussi un intérêt à aller voir un courtier. Pour le coup, ça peut être intéressant pour vos profils. Un courtier qui a l'habitude de travailler avec des profils atypiques. Donc, soit un peu précaire au sens contrat de travail, soit trop jeune, soit justement qui a des interlocuteurs qui va permettre de considérer du locatif plutôt que de la résidence principale, même à des jeunes actifs, quoi. Voilà. Ok. En fait, le truc que je me dis, c'est que dans beaucoup de cas ou beaucoup d'opérations, c'est rentable, imaginons que s'il y a 25 ans. Sauf que dans des profils atypiques comme nous, genre il y a très ce truc de « Ah, ce sera que 20 ans. Ah, ce sera que tant d'argent, etc. » Et c'est frustrant un peu. Surtout si c'est les chiffres qui comptent. C'est les chiffres qui comptent à la fin. Donc, j'y ai pensé. Mais aussi ce truc de... Désolé, je dis pas mal ce truc. Mais le fait de... J'ai pas énormément d'argent de côté. J'arrive à m'en sortir, mais j'ai pas énormément d'argent de côté. Et genre, mettre de l'argent pour encore avoir potentiellement pas quelque chose, c'est un peu frustrant. Ouais. C'est un peu frustrant. Ouais, mais tu sais aussi que plus t'en mettras de côté, et plus tu auras de force de frappe demain, et plus tu auras de levier de négociation, parce que plus tu pourras donner de contrepartie. Et aujourd'hui, quand même, les banquiers, ils ont... après, on parlera d'autres choses que de financement, mais c'est important, parce que c'est un nerf de la guerre. Les banquiers, ils ont quand même des objectifs en dehors des crédits, et c'est ça qu'ils cherchent à remplir aussi. Et s'ils maximisent tous ces objectifs avec un seul interlocuteur, pour eux, ça leur fait gagner du temps. Et clairement, l'être humain, de base, à part quelques énergumènes, il est feignant. Donc en fait, moins il passera de temps pour remplir ses objectifs, et plus il pourra profiter de ses 11 semaines de congés payés. Parce que c'est souvent ce qu'il y a à peu près dans la banque. Tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu arrives aujourd'hui, tu as 10 cas d'épargne. Tu vas pas te plumer 10 cas pour mettre tout dans un all-in dans un appart. Tu vois. Donc tu vas garder un peu. Mais c'est un peu, il va te dire... Ouais, mais moi, j'aimerais bien que tu me mettes ça, puis tant par mois sur un prélèvement automatique, sur une assurance vie. Est-ce que tu es OK? Toi, le biais que tu vas avoir, c'est quoi? Ouais, mais si moi, je le fais tout seul sur Bourse Direct ou un truc, je peux faire plus de rendement. Parce que je suis éduqué, parce que je consomme des contenus et que je sais faire tout seul. Lui, le banquier, il veut pas l'entendre, ça. Le banquier, il dit non, tu vas me filer ton pognon, moi, je vais te filer 3%, je vais en prendre 2. Tu vois? Et tu n'auras pas 5, tu auras 3, moi 2. Parce que c'est son métier, tu vois. Et il le fera même souvent plus mal, parce qu'en fait, il fera rien. Il va tout mettre dans un fonds du groupe et basta, tu vois. Il fera rien. C'est pas lui qui va t'arbitrer les lignes. Mais est-ce que c'est pas quand même intéressant de sacrifier ça, tu vois, pour aller avoir un crédit qui te permettra d'avoir de l'effet de levier et au moins de mettre un pied dedans? Parce qu'une fois que tu auras mis un pied dedans et que tu auras prouvé au banquier que ça fonctionne, que tu l'as fait, que tu sais ce que tu as fait, que tu n'as pas de vacances locatives, que les loyers y rentrent, que tu n'as pas de problème, ça, tu peux le refaire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois dans ta vie. Et du coup, il sera plus rassuré. Parce que plus tu as d'historique, c'est un peu le sens de l'histoire, hein, mais en fait, plus tu es vieux, plus tu as d'expérience, quoi. C'est un peu ça, c'est pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu auras d'épargne, plus tu auras de levier. Et toi, c'est pareil. Je parle à Cyril, mais je parle à tout le monde. C'est plus tu auras d'épargne, mieux ce sera pour négocier. Voilà. Surtout à votre âge. Après, quand vous allez commencer à avoir du patrimoine, ce qu'on va regarder, c'est OK, c'est quoi mon patrimoine net, vraiment, même si j'ai pas de cash. OK, si je vends 4 apparts et que je récupère 400 000 euros, bon, OK, il n'y a pas de cash aujourd'hui, mais dans 6 mois, je peux en avoir beaucoup, quoi, tu vois. Donc, il y a des jeux comme ça d'équilibre, on va dire, de mise en collatéral, en garantie, des choses comme ça, mais ça, c'est plus tard. Aujourd'hui, la seule garantie que vous avez, c'est qu'est-ce que le banquier peut gagner sur vous. C'est quoi son intérêt à lui pour vous prêter à vous plutôt qu'à un autre. Voilà.
Donc si vous lui dites prêtez-moi, mais moi je peux rien faire pour vous, votre carte bleue je m'en fous parce que chez Boursorama elle est gratuite, ça marchera pas, ça c'est sûr. Voilà. Et je fais pas de pub à Boursorama parce que voilà. je trouve que c'est plus intéressant de lier vraiment une relation humaine et sociale avec un banquier qui va vous coûter plus cher. In fine, c'est sûr, mais il faut pas regarder ça. Mais si votre but c'est de lever de la dette, vous êtes obligé de le faire. Ouais, donnant, quoi. Voilà, Je comprends. il faut que ce soit gagnant-gagnant, ça c'est clair. Le financement c'est un sujet complexe. Moi, pour clôturer là-dessus, ce que je peux vous conseiller, à moins que vous ayez des questions précises sur le financement, mais on peut les adresser, c'est déjà de trouver le bon interlocuteur, mais allez voir 20 banques. C'est pas grave. Alors, Reims, je vois à peu près la taille de la ville, mais Verdun, je connais pas du tout. Pour le coup, je peux. Je l'ai pas en tête. Non. Ouais, mais c'est plus petit que Reims. Ouais. Plus petit. Donc, va voir les banques qu'il y a à Verdun, fais-les toutes. Tu regardes sur Google, ta banque, tu regardes où elles sont, tu les fais toutes. Tu te dis, OK, let's go. Samedi, je sais pas, alors, ouvrier agricole, tu dois bosser le samedi, j'imagine. Ouais. Mais un jour où tu bosses pas, tu vois, tu dis, et que les banques sont ouvertes, voilà, tu te dis, let's go, j'y vais, je prends mon petit dossier, et à la limite, prends un dossier avec un bien déjà ficelé, tout ça, même si t'as pas signé de compromis, tu vois. Mais un truc vraiment concret. Ok, déjà faire le dossier carré. Ouais. Fais un dossier chez toi, prends le temps. Et avec ce dossier-là, sur un truc raisonnable, tu sais qu'on va traiter à peu près 100 000. Donc tu choisis un projet à 80, tu vois, un truc comme ça. On va en parler après de peut-être quoi, quelle typologie de bien. Mais un projet qui est raisonnable, qui est plus raisonnable que ce qu'il pourrait te prêter. Et tu l'écris, tu vois. Tu peux même mettre quelques photos. Tu prends une annonce Le Bon Coin, tu prends quelques photos de l'annonce, tu vois. Mais au moins, c'est du concret. Ouais, et on peut mettre quoi d'autre dedans? Des photos, du coup, les chiffres? Alors, photos. Ouais. Parce qu'en fait, les banquiers, c'est un peu la même frustration que le notaire. Ils font des offres de prêt, ils font des papiers, comme le notaire fait de la paperasse, mais ils ne voient jamais les biens. Ils ne voient jamais les biens qu'ils financent, ils ne voient jamais les biens qu'ils actent, les notaires. Donc ils sont trop contents quand tu leur montres des trucs. Tu sais, ils se disent, ah ouais, ok, en fait, je sais, ça y est, je vois ce que je finance, tu vois. Le Graal, c'est quand t'achètes des bureaux et que tu les accueilles chez toi, tu vois. C'est ça que vous avez financé. Ah ok, je vois trop bien la rue et tout, tu vois. C'est plus concret pour eux qu'une adresse sur Google Maps. Ah ok, je vais sur Street... Encore, il y a Street View et tout maintenant, mais tu vois, je vais sur Street View, je vois. Bon. Donc tu lui mets des photos, tu lui dis ce qui est prévu de faire, tu dis voilà combien j'achète, voilà les frais de notaire qu'il va y avoir, tu multiplies par 1,08, hein, voilà, donc tu as ton prix frais de notaire inclus. Tu dis voilà les frais de garantie, donc c'est-à-dire la garantie soit hypothécaire, soit grosso modo l'organisme de cautionnement type crédit logement, etc. Ça, c'est 1% à peu près du montant que tu empruntes. Okay. Donc, si tu lui demandes 80 000 d'emprunt, par exemple, ça va être 800 €. Voilà. Donc, tu mets tout ça. Le mec, il dit putain, il n'a rien oublié, quoi. Limite, moi, j'allais oublier de faire ci ou ça, tu vois. Et tac, tac, tac. Tu mets absolument tout. Demande à ChatGPT pour rien oublier, si jamais. Mais ne te fie pas qu'à lui, par contre. Parce que ça craint quand même. J'ai pas mal de contre-exemples. Mais tu mets tout. Les photos. Combien tu vas louer? Quelle est la typologie que tu vises et pourquoi tu es sûr de louer? Okay. Tu vois? En fait, c'est un business plan. Ton business, c'est louer du logement. C'est un business, hein, en soi. Ton client, c'est le locataire. Ton chiffre d'affaires, c'est le loyer. C'est un business très simple, mais c'est un business. Je sais pas si on a le droit d'en parler ou des trucs comme ça, mais il y a l'e-box qui est assez sympa pour avoir LYBOX, l'e-box, l'outil. Tous ces détails-là. Tout à fait. Ça regroupe toutes les annonces quelque part et du coup, après, ça sort tous ces t'as la tension locative, t'as toutes ces infos, donc LYBOX, l'e-box, donc un outil qui a été créé par Thomas Cornu, que j'ai reçu d'ailleurs sur le podcast il y a très longtemps, au début où il a lancé l'application. Et c'est un outil qui est très intéressant. Je pense qu'il doit être gratuit jusqu'à un certain type d'informations dont tu as besoin, mais tu peux tester. Et très, très bon point, Cyril. C'est vrai que ça donne pas mal de métriques sur ton environnement aussi, tu vois, sur la ville. Voilà. C'est quoi la plus grande ville autour de chez toi? C'est Verdun. Et après il y a Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, ok. Ouais. Parce qu'après, ça dépendra de la typologie de bien aussi que tu vas viser. Mais peut-être qu'il sera plus rassuré si tu vas dans une grande ville et que tu fais un truc un peu, tu vois, sécure. Bien, après, c'est sympa. Ouais, sinon, voilà, j'allais dire, il y a Reims, il y a Nancy, Metz. Ouais. Qui sont des grandes villes où je peux aller, qui sont à 1 à 2 heures de route de chez moi. Ok. Bon, ça peut être pas mal. Ouais. 2 heures, ça commence à faire loin. Enfin, même là, je parle même pas vis-à-vis de la banque, mais toi, pour gérer demain,
2 heures, c'est loin. C'est soit tu délègues tout, et en ce moment-là, tu t'en fous, c'est 2 heures, 8 heures et tout, c'est pas un problème. Soit tu fais toi-même, et si tu fais toi-même, il vaut mieux que ce soit pas très trop loin quand même. 1 heure max, c'est bien. Ok. Voilà. Mais tu arrives avec ton dossier, c'est béton. Et tu dis, voilà, j'ai fait une offre, elle a accepté, je vais signer le compromis dans 15 jours, mais j'aimerais me sécuriser un peu avant sur le financement. Imagine le mec qui te dit oui. Bon, toi, tu dis, merde, de toute façon, j'ai pas de bien, j'ai tout faké. C'est ce qu'on a dit, hein, fake it until you make it. Ben, soit, tu sais que maintenant c'est faisable, et tu vas être vraiment libéré. Pour tes recherches, pour tes trucs, tu vas dire, ok, si je trouve le même projet, je sais qu'on me finance. Donc déjà, tu vas te focaliser sur ce genre de choses, tu vois, que tu auras un peu faké au début, et tu vas te dire, putain, j'ai pas fait tout ça pour rien, ça m'a permis de me déclencher. Et si le mec il te dit, bon, mais c'est bon, je vous donnerai l'accord et tout, il n'y a plus que le compromis, bah, tu lui racontes, tu lui dis que finalement t'as pas signé le compromis, que t'as vu qu'il y avait un loup, que t'as préféré te rétracter parce que t'es un mec, tu vois, sécure. Et Ok. ça va même encore plus le rassurer. Dire, ok, le mec s'est pas jeté là-dessus parce que je lui ai dit oui, tu vois. Donc, essaye de faire ça et tu verras. Puis tu nous tiens au courant. Ok, bah, Tu verras. Toi, pareil, hein, si tu veux un préaccord, il faut un truc concret, à minima. Parce qu'ils se mouillent pas trop, les banquiers. Tant qu'ils n'ont pas de compromis, ils vont pas instruire un dossier. Mais s'ils ont déjà un dossier et qu'il manque plus que le compromis, tu vois, moi, par exemple, j'ai signé un compromis ce matin pour des locaux commerciaux là, à Toulouse. Bah, du coup, tout le dossier est prêt, le banquier a déjà tous les éléments et j'attends plus que la copie du compromis que j'ai signé ce matin, que je vais recevoir là dans la journée, tu vois. Et après, je lui envoie et lui va instruire le dossier vraiment, si besoin, en comité, etc., etc. Mais au moins, il aura déjà tout eu et il sait qu'il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton après avec le compromis qui va juste lui confirmer que c'est la bonne adresse et la bonne chose que j'achète au bon prix, quoi. Voilà, c'est tout. Sympa. Mais il faut anticiper. Ouais. Qu'est-ce que c'est que vous regardez comme bien aujourd'hui ? Alors déjà, c'est quoi qui vous fait rêver et c'est quoi que vous pensez accessible pour vous ? Vas-y. ouais, ce qui me fait rêver, c'est une villa au bord de mer. Mais, mais après. Donc non, du saisonnier ? Pour Ouais. à but location saisonnière ? Non, moi je partirais plutôt sur. Pour le rêve, oui, Ouais, plutôt saisonnier. Ouais. Mais après, là en ce moment, je cherche quand même plus de la longue durée. ok. Pour moi, m'embêter avec le changement de locataire, ce genre de choses. Ok, donc un truc plus raisonnable, plus Ouais. tranquille, plus confortable. C'est ça. Ok. Toi ? Pareil, au début, je me suis beaucoup renseigné, meublé ou pas, mais je cherche peut-être un T2 et potentiellement pour une très longue durée nu. Ouais. Du coup, ça fait des bails de 3 ans, j'en sais rien. Ouais, ok. Du coup, ce sera plus... Pareil, ça fera moins de charge mentale sur le... Enfin, pour commencer. Ok. Vous êtes imposé comment là ? Vous payez des impôts ? Beaucoup ? Pas beaucoup ? Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup ? Pas Parce beaucoup. que toi, tu te déclares tout seul, toi aussi ? Ouais. Du coup, tu te déclares tout seul ? Ouais, je me déclare. Ouais, tout seul. ok. Donc du coup, oui, vous êtes sur la première tranche. Ok. Donc le nu, ça va augmenter votre tranche imposable. Ça, déjà, faut le savoir. Et vous allez payer des impôts. Sauf s'il y a des travaux, vous pouvez faire un peu de déficit foncier. Donc ça, c'est à voir en fonction de votre profil et de l'évolution de votre imposition aussi. Mais le nu, ce qui est sûr, c'est que vous allez être tenu par beaucoup de travaux. Vous n'avez pas le choix, fiscalement. Parce que imaginez, vous êtes, j'arrondis volontairement, c'est pas ce que vous aurez avec 100 000 euros de capacité, mais j'arrondis. Vous avez 1 000 euros de loyer, vous avez 1 000 euros de crédit, vous encaissez 1 000 euros de loyer. Donc déjà, ça vous fait 12 000 euros de plus de revenus par mois. Ça risque de vous faire changer de tranche. Ces 12 000 euros, ils vont être imposés à la tranche la plus haute dans laquelle vous êtes. Okay, mais ces 12 000 euros, ils vous servent à rembourser 12 000 euros de crédit. Vous êtes en autofinancement. Donc vous prenez 1 000, vous donnez 1 000 à la banque, qui paye les impôts ? Votre épargne. Vous n'avez pas le choix que de prendre le paiement des impôts sur votre épargne ou sur vos salaires. Ok ? Parce que ce n'est pas les loyers qui vont payer, vont payer ça. Si votre taux, je ne sais pas moi, c'est ne serait-ce que 11%, je crois que c'est 11, les tranches. 11, 30 11. et 40. Ouais, c'est ça. Donc si vous êtes à 11%, ça, voilà. Bah, mine de rien, ça vous fait quand même plus de 120 balles à sortir chaque année d'impôts. Alors, plus de 1 200 balles, je veux dire, chaque année. Voilà. Ça vous fait quand même un petit budget à sortir. Si vous êtes à la tranche à 30, c'est encore pire. Sauf à faire des travaux pour être dans le déficit foncier et donc du coup déduire beaucoup plus de choses. Après, il y a d'autres choses déductibles, hein, mais j'essaie de simplifier un peu. Ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est-à-dire se retrouver dans une configuration où vous n'avez pas les moyens de payer l'imposition que génère votre patrimoine. C'est un peu d'ailleurs le cas quand on a des successions, par exemple, avec des héritages et tout, on ne peut pas payer. Les gens héritent de choses, mais l'imposition est tellement haute qu'ils sont obligés de vendre
pour qu'il leur reste pas grand-chose, parce qu'ils peuvent pas assumer l'imposition. Là, c'est un peu pareil. L'avantage du LMNP, tel qu'il est fait aujourd'hui, et pour l'instant, franchement, ils ont d'autres chats à fouetter que ça. D'ailleurs, on en a fait tout un flanc, on n'entend plus trop parler. Voilà. Et moi, on m'en a déjà fait un flanc il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Et puis ça existe toujours. Voilà. L'avantage du LMNP, c'est que vous pouvez amortir le bien comptablement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle un peu, l'amortissement. Si, ouais. Mais ça veut dire que, clairement, vous créez du déficit qui n'existe pas dans votre portefeuille, mais qui existe comptablement et fiscalement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'amortissement aujourd'hui, mais ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je les invite à aller se renseigner là-dessus ou à regarder des capsules dédiées. Mais clairement, ça veut dire que vous n'aurez pas d'imposition tout en créant du patrimoine pendant 10 ans, 15 ans, etc., dépendamment de ce que vous allez faire derrière et du caractère plus ou moins patrimonial de l'investissement que vous allez avoir. J'entends, plus c'est patrimonial, plus cet amortissement va être intéressant dans le temps, plus vous aurez du rendement à court terme, type des investissements à gros cash flow, plus d'avantages, au bout de 5-6 ans, il faudra arbitrer pour en recréer. Voilà. C'est clair pour vous, ça ? C'est OK pour moi. Moi, à la base, vraiment, qu'on appelle ça, la virgule que je voulais faire, c'était que je me suis dit, si on est dans un moment où les taux ils descendent, j'achète une résidence principale X ou Y, sans pas meubler, je la meuble, j'habite dedans, je sais pas, 6, 10, 1 an, je sais rien. Ouais. Et les taux d'intérêt baissent, je le refinance, enfin je rachète le crédit, du coup la fiscalité sera la mensualité sera moins grande. Et ensuite le louer en LMNP, est-ce que ça marcherait toujours pareil ? Ça marcherait toujours pareil, tout à fait. C'est-à-dire que tu peux acheter un bien aujourd'hui, ça peut être ta résidence principale, tu peux vivre dedans. Tu peux ensuite, toi, je sais pas moi, aller ailleurs ou acheter autre chose ou peu importe, voilà. Alors si tu achètes autre chose, ta résidence principale, elle est ailleurs. Si tu déménages, c'est en location et tu la déclares ailleurs. Ça, tu le passes en locatif. Si à ce moment-là, tu le mets en meublé et que ce n'était pas le cas avant, tu peux rentrer le bien en amortissement à ce moment-là. D'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux y compris le faire sur de la location nue. Ton bien, tu l'as loué pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans en location nue. Tu peux le passer en meublé du jour au lendemain. Okay, par exemple, tu as un locataire qui s'en va, tu fais des travaux, tu rénoves, tu meubles, et là, tu passes en location meublée. Et là, tu vas rentrer le bien en amortissement à partir de ce moment-là dans ta comptabilité. Voilà. Ça a des impacts comptablement. Un expert comptable nous le dirait plus précisément, mais ça a des impacts aussi sur tous les déficits dont tu aurais pu bénéficier sur les années précédentes en location nue. Parce que tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Tu ne peux pas tout déduire chaque mois, et puis tout déduire à la sortie, et puis tout déduire jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas possible. Au bout d'un moment, l'impôt, il faut le payer, quelque part. Soit avant, soit après, mais il faut le payer. L'idée, vous, comme moi, quand j'avais votre âge, et que j'ai commencé, et j'avais des revenus moindres que les vôtres, c'était de se dire... Je crée du patrimoine sans que ça me coûte quoi que ce soit. Parce que si ça doit me coûter, je ne pourrais pas le faire. Si aujourd'hui, vous devez payer des impôts sur tous les loyers que vous allez encaisser alors que vous remboursez des crédits avec, vous ne pourrez pas le faire. On est d'accord ? Vous ne pourrez pas assumer 500, 600 euros d'impôts par mois parce que vous touchez des loyers que vous redonnez à la banque. Voilà. Enfin, je n'ai pas l'impression. Non. Ça vous bloquerait en tout cas. Voilà. Donc, l'idée pour ça, c'est LMNP, c'est quand même assez canon pour scaler du patrimoine sans être emmerdé par l'imposition. Ok, du coup, LMNP. Pour moi, oui. Après, encore une fois, c'est mon avis. Voilà, là, on est assis autour d'une table, on est sur mon podcast, je vous donne mon avis. Mais il peut y avoir des avis différents, et c'est normal. Prenez tous les avis, faut pas prendre que le mien. Mais en tout cas, moi, je vous partage ma propre expérience et celle de bon nombre de nos clients et des gens qu'on accompagne. Enfin, clairement, c'est... Voilà. Par contre, vous auriez des gros revenus, beaucoup d'impositions. Vous auriez un intérêt à faire de la location nue aussi. Parce que vous pourriez bénéficier du déficit fiscal, on va dire déficit foncier, pour faire un avantage, pour en faire un avantage fiscal. Voilà. Mais là, si vous n'avez pas beaucoup d'imposition, franchement, ça n'a pas de sens. Honnêtement, je vois pas. Voilà. Après, voilà, peut-être les gens en commentaire nous diront que je me trompe et auront des contre-exemples et on les prend, évidemment. Ça enrichira un peu le débat, mais bon, voilà. C'est quoi qui vous bloque aujourd'hui pour avancer l'un et l'autre? Moi, là, ces derniers mois, c'était vraiment le financement. Ouais. Parce que justement, je suis en train de me reconstruire une épargne. Et donc là, ça va être... logiquement, ça va être débloqué. Après, moi, c'est aussi surtout au niveau des travaux. Si jamais il y a des travaux à faire, je ne m'y connais pas du tout.
Donc, comment ça, justement, on peut estimer les travaux qu'il y a à faire, savoir lesquels aussi, c'est toujours mieux. Ouais. Et Pareil puis que- après, les organiser Pareil. aussi par la suite, savoir quel artisan va intervenir tel jour, Ok. tout ça, quoi. Bon, le financement, on l'a vu. Même problème pour tous les deux. Et l'autre travaux, toi, c'est pareil, Cyril? Pareil, parce que à Reims, il y a des opportunités, mais toujours, il y a toujours cette partie énergétique ou travaux, etc., qui est un peu floue pour moi, et apparemment pas que pour moi. Hmm. Donc, ouais. Ouais. Ok. Alors, travaux, plusieurs solutions. Soit vous commencez à aller dans des soirées IMO, dans des événements autour de l'immobilier, ok, et vous discutez, vous faites connaissance avec des gens, etc., qui ont déjà fait, qui font et qui continuent de faire et qui feront encore dans votre marché en local. Parce que, je le répète souvent, désolé pour ceux qui m'écoutent tout le temps, mais l'immobilier, c'est très local. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, moi, si aujourd'hui je vous dis, ouais, moi j'ai un super artisan, mais il est sur Toulouse, ça vous intéresse pas, on est d'accord? Et le mec qui est sur Toulouse, il ira pas faire des travaux à Verdun ou à Reims. C'est trop loin. Il a aucun sens. Et moins ensoleillé. Ouais, ah bah tu vois, c'est moins ensoleillé. Et il n'y a pas d'intérêt pour eux et il n'y a pas d'intérêt pour vous parce que ça vous coûterait beaucoup trop cher. Donc ce qu'il faut voir, c'est trouver des entreprises en local qui pourraient répondre à vos problématiques. Pour ça, il vous faut un réseau. Et il faut développer le réseau. Et pour développer un réseau, il faut sortir chez soi et il faut aller vous confronter à d'autres personnes qui ont déjà fait ce que vous faites, que vous voulez faire en tout cas. Voilà. Et vous verrez que dans ce milieu, il y a plein de gens très bienveillants dans toutes ces soirées, etc. C'est des gens qui sont sachants et qui vont à ces soirées et qui ont plus à apprendre aux autres qu'à apprendre, que eux-mêmes apprendre, c'est qu'ils ont envie de partager. Donc il faut profiter aussi de ces gens-là. Rapprochez-vous de ces réseaux et essayez de voir. À Reims, c'est sûr qu'il y en a. Vers chez toi, il n'y en a peut-être pas, mais tu peux aller à Reims. Ouais. Et franchement, tu peux trouver quelqu'un qui est à mi-chemin, quoi, et tu vois, qui saura t'aiguiller aussi. Ouais, c'est faisable. Mais voilà. Et il y a des groupes, je pense, sur Facebook, c'est le réseau social des vieux, là, où vous devez y avoir vos parents et vos grands-parents. Là. Et, voilà. Et il doit y avoir des groupes là-dessus, il doit y avoir d'autres groupes ailleurs. Et puis, voilà, de fil en aiguille, en discutant avec les uns les autres, en allant sur les réseaux sociaux et tout, vous trouverez certainement un groupe qui va répondre à ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, essayez de vous former avec du contenu sur Internet. Enfin, pas de vous former, mais de vous, on va dire, de vous acculturer un peu au monde des travaux et tout ça, en regardant des tutos, des trucs. Je sais pas, vous tapez différentes couleurs de placo et vous verrez déjà un placo bleu, c'est quoi, un placo rouge, c'est quoi, un placo vert, c'est quoi, etc. C'est con, mais c'est des trucs que vous allez arriver à identifier. Et dans un devis, ça vous permettra de savoir si le mec il vous a mis du placo hydrofuge ou non dans une salle de bain. Et vous serez capable de savoir si c'est le cas ou pas. Et surtout, quand vous allez signer le devis qui vous mettra la plaque, vous saurez faire la différence. Ok. Pour vérifier aussi si ce qu'il vous a facturé, c'est vraiment ce qu'il a mis. Il y a plein de trucs comme ça. La plomberie, c'est pareil. Avant, c'était du cuivre. Maintenant, on peut faire ça en PE, on peut faire ça en multicouche. Il y a plein de trucs différents en plomberie. Il y a des avantages et des inconvénients sur chaque truc. Il ne faut pas que les avantages soient que à la main de l'artisan. Il faut que ce soit aussi plus confortable, plus durable, plus économique, le meilleur rapport qualité-prix en fait. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le faire qu'en glanant de l'expérience. Donc soit vous chargez de la glaner auprès des autres qui l'ont déjà, soit vous faites des erreurs vous-même et ça vous coûte cher et vous n'avez pas trop les moyens d'en faire aujourd'hui, soit du coup vous apprenez et tous les soirs, quand vous rentrez chez vous, vous tapez des vidéos YouTube inintéressantes pour des gens qui s'intéressent pas aux travaux. Voilà. Mais si vous vous intéressez aux travaux, ça peut venir. Ou alors, et là vous pouvez même commencer à les faire vous-même. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Il faut vraiment avoir envie aussi, il faut avoir une certaine appétence là-dessus. Il ne faut pas le faire que pour des raisons économiques ou d'apprentissage. Il faut le faire plus pour des raisons d'apprentissage d'ailleurs qu'économiques, si on a envie de le faire. Les travaux, après, ce qui est intéressant, je pense, c'est de faire venir aussi plusieurs artisans. Vous identifiez un projet, vous faites venir les artisans, 1, 2, 3, et vous leur dites, voilà, moi je veux ça, et vous dites la même chose aux 3. Et vous regardez la différence de devis. Pas au niveau du prix, mais comment ils vendent-ils les trucs, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils mettent. Et vous les questionnez. Pourquoi là c'est ça, etc. Mais vous les questionnez en disant, voilà, moi j'y connais rien. Vous ouvrez le truc pour pas dire, faut pas que ça soit trop challengeant, ça va les faire chier sinon. Mais voilà, moi j'y connais rien, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer pourquoi. Déjà, vous allez voir le mec qui est honnête ou pas. Vous allez voir le mec qui est plutôt bienveillant, qui a envie de vous accompagner et qui a envie de faire de la pédagogie avec vous. Et vous allez avoir le mec qui va pas vous répondre.
du tout, parce que ça le fait chier. Voilà. Bon, si ça le fait chier, autant vous dire que c'est que voilà, soit il a vraiment trop de taf et c'est pas le bon interlocuteur, soit il a pas du tout envie de faire d'efforts et à ce moment-là, c'est pas le bon interlocuteur pour vous non plus. Voilà. Mais il y a peut-être ces solutions-là. Vous avez déjà fait faire de devis ou pas? Non. Non? Ok. L'autre solution, c'est de trouver un bien où il n'y a pas de travaux. En LMNP, c'est pas grave, on n'a pas besoin de travaux en LMNP. Mais actuellement, tout ce qu'il y a sur le marché, c'est des E, des F, des G. Ouais. Ou même, c'est même plus intéressant, je trouve, pour mettre sa patte ou Je suis d'accord. pour rendre le truc un peu plus rentable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, pour le diagnostic énergétique, de performance énergétique, effectivement, c'est un sujet. Il y a beaucoup de biens sur le marché qui sont très dégradés en termes de notation. Je vous donne 2-3 astuces quand même pour améliorer les notes. Au moins, vous le saurez. On va dire que ce qui dégrade les notes de manière systématique, c'est l'isolation. La base, c'est l'isolation du logement. C'est pas le chauffage, c'est l'isolation. Okay, donc l'isolation, c'est quoi? C'est tout simplement isoler les murs par l'intérieur ou par l'extérieur. Si vous isolez par l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, c'est pas isolé, de toute façon, si vous tapez contre un mur et que ça résonne pas, c'est que possiblement, il y a une grosse chance que ce soit pas isolé parce que c'est pas doublé en placo. Okay, si ça résonne trop, c'est peut-être que c'est doublé en placo, mais qu'il n'y a pas d'isolant derrière. Si ça résonne pas, mais que c'est pas quand même hyper dur, c'est peut-être du placo avec du polystyrène collé qui sert d'isolant. Mais c'est pas la laine de verre, donc il n'y a pas trop de résonance. Maintenant, si vous tapez là, comme sur la table, désolé d'ailleurs, parce que ça doit être horrible pour les oreilles, si vous tapez d'ailleurs sur la table, et que c'est dur comme ça, c'est peut-être qu'il n'y a pas du tout d'isolant, c'est un mur comme ici en brique, qui a été juste enduit, ratissé, vous avez l'impression que c'est du placo, mais ça n'en est pas, donc il n'y a rien derrière, c'est juste le mur brut. Pour vérifier l'isolation, ce qui est bien, c'est vous enlevez une prise, vous regardez dessous, et vous regardez s'il y a de la laine de verre, quelle est à peu près l'épaisseur, souvent c'est du 10 cm pour les murs, et voilà. Après, il y a plein de coefficients et tout ça, de résistance thermique et autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà. Mais isolation des murs périphériques. Les murs à l'intérieur, on s'en fout. À part phoniquement, ça n'a pas d'intérêt thermique. Après, isolation par le sol, quasiment impossible. Parce que si vous avez en copropriété, vous n'avez pas accès au-dessous du plancher, c'est quasiment impossible à faire. Et vous n'allez pas vous mettre une marche comme ça dans l'appart pour tout réisoler, remonter les portes et tout. Donc ça, souvent, ça se fait pas. Ce qui veut dire, c'est que si vous avez un logement qui est en rez-de-chaussée, qui dessous il y a une cave ou qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que dessous c'est pas chauffé, vous allez prendre déjà un truc négatif. Donc vous partez avec un point négatif là-dessus. Si vous êtes au dernier étage, toute la chaleur se casse par le toit. Si le toit est très bien isolé, ça vous posera pas de problème, mais c'est toujours mieux d'avoir un appart au-dessus qui est chauffé et un appart en dessous qui est chauffé, un appart sur le côté et on va dire même les trois côtés, et finalement si vous avez qu'une face exposée à l'air libre, franchement en DPE vous n'êtes pas trop emmerdé. Maintenant quand vous avez un appartement d'angle, où vous avez un couloir d'un côté à l'intérieur, deux angles à l'extérieur et juste un logement d'un côté, je peux vous dire que là il y a une sacrée déperdition et en matière de DPE ça craint. Donc 1, isolation. 2, ventilation. Et ça on n'y pense pas souvent. Parce qu'on pense que le DPE, ça a rien à voir, enfin la performance énergétique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et la ventilation, c'est pour réguler principalement l'humidité dans le logement. Moins il y a d'humidité, plus ce sera facile à chauffer, moins ce sera consommateur d'énergie. Et plus ce sera surtout confortable pour le locataire. Voilà, parce qu'un air trop humide, c'est dangereux pour les poumons, etc. Ça, c'est des astuces très simples. Petite grille d'aération aux fenêtres. Vous savez, sur les fenêtres, il y a des grilles. Des fois, on se dit, putain, il y a de l'air froid qui passe. Ouais, mais c'est fait pour, en fait. Voilà. Il y a des petites grilles. Ou alors qu'il y a plein de menuiseries aujourd'hui où il n'y en a pas. Ça, il faut les mettre. Et après, VMC hygroréglable, donc qui auto-régule l'humidité. Ça, c'est une blinde, ça, non ? Ça coûte un peu plus cher qu'une VMC classique, mais pas beaucoup. Honnêtement, pas beaucoup. Mais si vous avez une VMC collective dans l'immeuble, par exemple, ça veut dire peut-être faudrait passer en VMC autonome et acheter un groupe autonome et le faire directement dans l'appart. Donc, isolation, ventilation, système de chauffage et système d'eau chaude sanitaire. Chauffe-eau, plus ou moins énergivore ou pas, plus ou moins grand ou pas. Par exemple, petit volume d'eau chauffée dans un chauffe-eau, plus économique que chauffer 100 litres pour doucher une personne par jour. Ça sert à rien. Voilà. Et c'est peut-être plus de confort parce qu'il y a de l'eau chaude plus souvent, voilà. Mais en fait, les nouveaux chauffe-eau aujourd'hui, vous avez besoin de chauffer pas grand-chose parce qu'ils chauffent toutes les 6 à 12 minutes, ils peuvent rechauffer quasiment la totalité du chauffe-eau. Donc finalement, ça, c'est beaucoup plus économique. Et souvent, en fait, on se rend compte que dans les vieux appartements, on va dire qu'ils ne sont pas au gaz, qui sont à l'élec, les chauffe-eau sont beaucoup trop surdimensionnés par rapport au nombre d'habitants qu'il y a dans l'appartement. Donc ça veut dire que toutes les nuits, le truc, il chauffe beaucoup trop de volume. Donc ça consomme plus que de raison. Et si c'est une chaudière ?
Alors, si c'est une chaudière à gaz, du coup, ça rentre pas dans ça rentre pas dans la partie élec du DPE, ça rentre dans l'autre, la partie GES. Mais je crois que c'est la pire note des deux qui compte, donc compte aussi. Ouais, ça compte aussi, mais le sens de l'histoire fait que moi, je vous conseille de condamner le gaz quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, s'il y a du gaz aujourd'hui dans l'appart, vous ne considérez pas l'avoir demain si vous faites des travaux. Il faut absolument supprimer le gaz. Enfin, pour moi, c'est même pas une question, c'est obligatoire. Déjà, le gaz, c'est interdit dans les logements neufs, dans les nouvelles constructions. Il n'y en aura plus. Okay. Vous n'avez plus le droit, là, dès aujourd'hui déjà, de changer une chaudière. Vous pouvez encore la réparer, mais vous ne pouvez pas la changer. Si elle est morte, vous ne pouvez plus la changer. C'est interdit. Vous passez en élec. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'aller bidouiller du gaz aujourd'hui. Dès que vous faites des travaux aujourd'hui, là je dis à tout le monde, supprimez le gaz. Aucun intérêt. C'est beaucoup plus polluant que l'électricité. Donc en fait, il y a des décisions qui ont été prises au niveau de l'État, du gouvernement, qui est de supprimer le gaz à terme. Voilà. Je crois que c'est 2035, plus aucun gaz nulle part, quoi. Voilà. Donc, non, 2050, je crois, il me semble. Mais avec plusieurs étapes, je n'ai pas en tête. Mais voilà. Donc ça, c'est important d'enlever le gaz. Ce qui va vous faire gagner après en système de chauffage, éviter ce qu'on appelle les grippins, les radiateurs avec des résistances là, qui ne chauffent pas grand-chose, qui ne sont pas programmables, etc. Mais on va dire d'un radiateur à l'autre, ça ne va pas changer beaucoup. Ce qui va changer, c'est supprimer les radiateurs et mettre une pompe à chaleur RR, ou encore mieux RO pour chauffer du fluide. Voilà. Mais avec un ballon thermodynamique, plein de sujets comme ça. Mais déjà, si vous mettez une pompe à chaleur RR, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des radiateurs, vous mettez une climatisation réversible, même si elle fait du froid aussi et que du coup vous allez consommer plus l'été que s'il n'y en a pas, c'est pas grave, le DPE va extrêmement favoriser ça. Surtout sur les petites surfaces. Nous, c'est un peu l'astuce qu'on utilise. C'est con, mais on l'utilise quand même pour le confort du locataire en priorité. Mais pour le DPE, si vous avez un logement inférieur à 40 mètres carrés, si vous mettez une pompe à chaleur, même si votre logement n'est pas isolé, ce qui est complètement aberrant, hein, mais vous allez avoir un DPED, quoi. Ok. Voilà. Si votre logement est isolé, que vous avez fait tout bien, toutes les étapes que je vous ai données avant, si vous mettez une pompe à chaleur, vous allez être en C, voire en B, sur des surfaces de 50 mètres carrés, par exemple, sans aucun problème. Voilà. Mais c'est vraiment les astuces que je peux vous donner sur la partie énergétique. Mais ça veut dire que ça coûte plus cher. Mais du coup, on n'est pas obligé de suivre l'audit de performance énergétique? Non. On n'est pas obligé? Bah non. Ok. Non. En fait, du moment l'audit, il est là pour constater. Après, il propose des solutions. Après, toi, si tu apportes des solutions différentes et qu'au final, tu gagnes quand même, tu rentres dans les clous, tu es en D ou en E ou en ce que tu veux aujourd'hui, quoi, pas de problème. Ok. Tu vois. Okay. Ce qui compte, c'est quoi la loi? La loi, c'est aujourd'hui, tu n'as plus le droit de louer du G et en 2034, tu n'auras plus le droit de louer du E. Donc voilà, il faut être dans le D en 2034. Ça bougera d'ici là. Sur les petites surfaces, c'est certain que ça bougera parce que ce sera trop compliqué d'avoir des bons DPE dans des copropriétés où tu peux pas mettre de pompe à chaleur, par exemple, etc. D'accord. Voilà, parce que pour mettre une pompe à chaleur en copropriété, il faut l'autorisation du syndic de copropriété, enfin du syndicat des copropriétaires, donc de la majorité, plus l'autorisation de l'urbanisme. Et si tu es comme ici en centre historique, etc., de l'architecte des bâtiments de France. Donc autant te dire que tu l'as jamais. Dès qu'il y a un architecte des bâtiments de France, tu l'as pas. Donc si tu peux pas mettre de pompe à chaleur, alors ici il y en a une par exemple, pompe à chaleur, mais elle est dans la cour et elle est derrière une grille, elle est masquée, on la voit pas, etc. Elle est habillée, comme souvent les commerces, vous verrez dans la rue, baladez-vous en sortant d'ici, dans la rue, vous verrez souvent, les commerces ont tout le temps une pompe à chaleur, parce qu'ils ont tout le temps la clim l'été, etc. Et vous les voyez jamais les unités extérieures, parce qu'en fait souvent elles sont à l'intérieur, avec une grille qui crache vers l'extérieur, mais vous les voyez pas, en fait elles dépassent pas la façade. Voilà. Parce qu'il y a des contraintes d'architecte des bâtiments de France, d'urbanisme, etc. Voilà. Okay. Donc c'est un peu lourd, mais ça se fait de plus en plus, et ça va bouger, ça va évoluer, c'est sûr. Voilà. Donc le DPE, les travaux, voilà, est-ce que vous avez des questions sur la partie travaux? Travaux, après, comment l'organiser justement avec les artisans? Ouais. Comment organiser, comment suivre? Ouais. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que sur la partie travaux, déjà, encore une fois, il faut du feeling avec l'artisan. Si vous sentez qu'il est là parce qu'il a besoin de bosser, bon,
faut qu'il y ait du feeling. Si c'est un artisan qui est en retard, qui a 1 heure de retard au rendez-vous, qui vous avertit pas, que vous êtes obligé de l'appeler 3 fois pour savoir pourquoi il est en retard, enfin pour savoir tout simplement qu'il est en retard, passez votre chemin. Enfin, pour moi, ça passe par déjà, si le mec il est pas au rendez-vous avant même de se vendre un truc, une fois qu'il t'a vendu un truc, dis-toi que il sera encore moins, tu vois, il se sentira encore moins redevable, quoi. Donc il y a ça. Après, sa capacité à vous faire un devis rapidement. C'est à double tranchant. Soit c'est très rapide, et le mec il a pas de boulot et il est comme ça, et donc du coup il fait un devis vite parce qu'il faut absolument vous closer, il va vous harceler, etc. Et c'est limite un peu trop pressant et ça peut faire peur. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il a pas de boulot en ce moment qu'il en a pas eu pendant 10 ans et qu'il est pas bon. Donc faut faire attention, faut sonder, regarder ses avis, regarder sur Papers, Société.com ou autre, des sites comme ça, si sa société existe depuis longtemps. S'il a des bilans qui sont publiés, regardez s'il gagne de l'argent. Plus il gagne de l'argent, et mieux c'est. Dites-le vous quand même. Plus il gagne de l'argent, et mieux c'est. Parce que souvent on a tendance à dire, fait chier, il se gave et tout. Non, mais s'il se gave, tant mieux. C'est qu'il va pas fondre les plombs demain. C'est que s'il gagne sa vie, du coup, il sait pourquoi il le fait et il fera les choses bien. Et il sera aussi peut-être plus conciliant à faire des concessions s'il gagne mieux sa vie. Que si vous lui tirez les prix et qu'en fait il est pendu pour filer à bouffer à sa famille tous les mois. Vous voyez ? Il sera quand même plus fermé à la négo. Donc, il y a des sujets comme ça. Et après, une fois qu'il vous a donné le devis, demandez-lui à partir de quand, surtout sur le devis, il faut qu'il s'engage un minimum au moins, à minima, une date de démarrage. Et ce qui compte plus, c'est une date de fin. Parce que démarrer, moi je peux vous démarrer demain, je mets un coup de marteau et puis je reviens pas pendant 2 mois. Voilà. Donc attention, et qu'il ne soit pas trop gourmand sur l'acompte. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, parce que d'ailleurs il y a des polémiques là-dessus, il y a des boîtes qui ont arnaqué pas mal de gens sur la partie travaux. Donc une fois que vous avez fait quand même tout votre check d'historique et tout ça, vous regardez les conditions financières. Si le gars vous demande, je sais pas moi, par exemple 30% d'acompte à la signature de devis, mais qu'il ne commence les travaux qu'1 mois plus tard, ou 2 mois plus tard, voire même 3 mois plus tard des fois, c'est pas bon. Et moi, je vous déconseille de les donner. Pourquoi ? Parce qu'en soi, pour démarrer un chantier, ça commence souvent par de la démolition. Il n'y a pas beaucoup d'achats de matériaux à faire. Enfin, a priori, il n'a pas acheté des matériaux pour faire de la démolition. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avance de frais à avoir. Donc, si vous demandez, je sais pas, vous avez un chantier à les 10 000 euros, il vous demande 3 000 euros pour démarrer le chantier dans 3 mois, qu'est-ce qu'il va faire de ces 3 000 euros aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il est un peu sous perfusion d'acompte, et les artisans qui sont sous perfusion d'acompte, c'est un peu dangereux. Parce que du coup, ça va être, il va vous demander à chaque fois, vous allez leur dire, ouais, mais ça avance pas là. Ah ouais, mais il me faut un acompte, il me faut un acompte, il me faut un acompte. Voilà. Et ça, c'est dangereux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont des très mauvais gestionnaires. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais artisans, mais qui sont mauvais gestionnaires et qui, du coup, vont vous picouser à l'acompte. Enfin, vont se picouser avec vos acomptes. Un acompte, l'artisan, il en a besoin pour démarrer le chantier, pas à la signature du devis. C'est pas vrai. Si par contre c'est un plaquiste qui doit acheter du placo, il doit acheter des fournitures, etc., et qui commence le chantier la semaine prochaine et qui doit commander là, oui, il faut lui verser l'acompte parce que là, je comprends qu'il puisse pas avancer les frais pour vous et prendre le risque de ne pas être payé. Voilà, ou que vous abandonniez le chantier vous aussi. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Et le mieux, c'est de faire des factures de situation régulières en fonction de vraiment ce qui a été fait. Ok, ça a été fait, c'est payé. Ça a été fait, c'est payé. Ça a été fait, c'est payé. Plutôt que de faire du 30% d'un coup, 40% et le reste après, quoi. Voilà. Ça, c'est mon conseil. D'accord. Et après, il faut y être. Voilà. Pour répondre à ta question, Adrien, sur le suivi, tout ça, il faut y être. Faut y être, faut leur montrer que vous êtes là. Même si vous savez pas de quoi vous parlez et que vous n'êtes pas obligé de leur montrer que vous savez pas, mais montrez-leur que vous êtes là et que vous veillez au grain. Et il n'y a pas de questions con, en fait. Posez les questions. Vous posez la question de pourquoi il a mis ça au lieu de ça, posez-lui la question. C'est tout. Mais toujours pareil, il y a la manière, il y a le fond et puis il y a la forme, quoi. Utilisez la bonne forme et normalement ça passe. Voilà. Et moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que souvent on a tendance à tirer les prix vers le bas parce qu'on a un projet et on se dit ouais, mais les travaux ça coûte cher et puis je vais optimiser mon rendement, etc. C'est pas la meilleure des solutions parce que souvent en faisant ça, on va prendre un élec, puis un plombier, puis etc. Et ça demande quand même de la notion en maîtrise d'œuvre pour pouvoir coordonner tout le monde et les plannings de tout le monde. Et vous risquez vite de vous retrouver avec la problématique suivante qui est que tout le monde va se tirer dans les pattes. Toi, tu vas appeler l'artisan,
Tu vas appeler, je sais pas moi, l'élec qui va te dire ouais, mais le plaquiste il a pas fini de ferrailler, donc je peux pas venir maintenant. Mais en plus, après, j'ai un autre chantier pendant 15 jours, donc je pourrais pas venir avant 3 semaines. Toi, tu vas appeler le plaquiste, tu vas dire putain, mais tu déconnes, t'es pas venu, du coup, l'élec il me met dans la panade et tout. Du coup, l'élec va décaler. Donc le plaquiste pour venir fermer les murs, lui derrière, pour venir plaquer et mettre ses plaques, une fois que l'élec aura passé tout derrière, bah, du coup, il va dire ben ouais, mais moi, en fait, j'avais prévu là, mais comme l'élec vient après et que moi aussi j'ai un chantier, tu t'en finis plus. En fait, un chantier qui devait prendre 2 mois, ça va te prendre 1 an. Okay. Donc, si t'es pas à l'aise avec le suivi de chantier, la maîtrise d'œuvre et tout, prenez une entreprise tout corps d'État vous aurez un interlocuteur et le mec va tout gérer avec ses équipes. Ça vous coûtera plus cher. Peut-être 10 à 15% plus cher. Mais franchement, c'est un confort indéniable. Et si c'est pour gagner 6 mois de loyer, faites le calcul. Ça vaut pas forcément le coup des fois d'aller chercher à économiser des bouts de chandelle. Ok. Voilà. Mais il y a ce truc quand tu visites un endroit, tu te projettes, etc. Mais t'as pas l'estimation des travaux. Ça, c'est un peu compliqué à rentrer dans les... Enfin oui, il faut aller chercher un artisan pour qu'il vienne estimer aussi, mais est-ce qu'il faut le payer, cet artisan, encore une fois? Alors, c'est une bonne question. Les artisans, ils font des devis gratuits. Donc, tu lui demandes de venir, il va estimer ton chantier, tu vas avoir un devis gratos. Okay, donc, tu auras une vision de ok, ce chantier-là, je sais que ça me coûte entre temps et temps, parce que tu auras fait venir 2-3 artisans, tu auras une fourchette. Tu vas en faire 1 fois, tu vas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Donc, tu sauras à peu près qu'un studio, ça te coûte ça. Un T2, ça te coûte ça. Une chambre, ça te coûte ça. Une salle de bain, ça te coûte ça. Une cuisine, ça te coûte ça, etc. etc. Donc, quand tu vas visiter un appart après, tu vas te dire, OK, il y a la cuisine à refaire, il y a tout à refaire dans la cuisine, OK, c'est, je sais pas moi, 6 000. Il y a tout à refaire dans la salle de bain, c'est 5 000. Ah, la salle de bain, elle est plus petite, c'est peut-être 4 000. Il y a un WC à faire, je vais mettre un suspendu, c'est, je sais pas moi, 800 déposés, reposés, tout refait. Tu vois, voilà. Et en fait, petit à petit, vous allez vous acculturer à ça. Mais pour ça, il faut vraiment avoir de la matière à analyser, quoi, et à synthétiser. Voilà. Et ça, vous l'aurez qu'en sollicitant des artisans au départ pour faire vos projets. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas faire venir les gens pour rien. Et c'est un peu le travers du truc. Mais bon, vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Et l'autre solution, c'est déléguer les travaux. C'est-à-dire déléguer les travaux à une entreprise qui sait faire et qui va vous accompagner. Mais ça veut dire pas déléguer les travaux à une entreprise de travaux, mais une entreprise qui vous accompagne sur des travaux, par exemple un maître d'œuvre ou quelque chose comme ça, et qui va pouvoir vous faire monter en compétences en même temps. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait sur Toulouse. Hein. On propose ça à nos clients sur Toulouse. On s'occupe de toute la partie travaux. Donc les gens, des fois, ont déjà trouvé un bien et on les accompagne uniquement sur la partie travaux. Mais on leur fait des comptes rendus toutes les semaines, on leur explique, on répond à leurs questions et ils montent en compétences sans pour autant être en facial avec les artisans et pas avoir le bon discours. Par contre, après ce projet-là, ou un deuxième, ou un troisième avec nous, bah, du coup, ils sauront vraiment mieux parler aux artisans, mieux parler le langage, etc. Voilà. Ça, c'est important. Je sais que sur Reims, il y en a qui existent, que je connais, jusqu'à ce qu'on se lance, nous, Artae, mais c'est prévu. Voilà, j'espère. Mais en tout cas, vous trouverez des gens qui sont spécialisés là-dessus. Il y en a de plus en plus aussi pour accompagner un peu le commun des mortels, j'ai envie de dire, à toute la partie travaux. Ok, très bien. Vous avez d'autres questions ou points bloquants que vous voulez traiter tant que vous êtes là? Bah après, c'était au niveau, justement, là, c'est le premier. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore faire. Mais après, l'objectif, ça serait vraiment d'enchaîner au moins un par an. Et ça, quels sont les blocages qu'il peut y avoir et comment justement éviter les pièges à ce niveau-là. C'est une question que tu te poses, Cyril, aussi ou... Moi, j'ai pas un par an, mais j'avoue que moi, la question que j'ai, c'est plus sur des grands projets. J'aimerais bien avoir un immeuble de rapport un jour. Ok. Ce sera plus ça, mon objectif. Ok. Alors, si je vais faire une double réponse, qui est bonne pour les deux, je pense, c'est déjà commencer petit par un truc sécure. Voilà, pour vous rassurer. Parce que ça vous permettra de monter en compétence, de minimiser vos risques si c'est un petit projet, d'apprendre comme ça, et aussi de rassurer la banque. Avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher. Avant d'apprendre à marcher, on est à 4 pattes. Avant de mettre à 4 pattes, on est en train de ramper. Et on est obligé de passer pour ces étapes-là. Il n'y a personne qui s'est mis de ramper à Usain Bolt. Ça n'existe pas. Donc en fait, il y a des étapes. Voilà.
Et ces étapes, elles sont rassurantes. Je me mets à 4 pattes, je trouve l'équilibre. Je me mets debout, ok. Après, je commence à avancer. Après, je cours, je monte les genoux, tac, tac, tac. Voilà, et je cours de plus en plus vite. Et je suis plus rassuré. Et c'est exactement pareil. C'est juste l'histoire de la nature. Voilà. Et c'est pareil dans l'investissement. Donc, il faut vraiment respecter ces étapes. C'est important pour moi de ne pas griller les étapes, je trouve. En tout cas, voilà. Si vous les grillez, faites-vous accompagner par des gens vraiment compétents qui vont vous donner une caution morale et sur lesquels vous allez vous reposer. Voilà. Ensuite, sur ta question, Adrien, de se dire j'ai envie d'en faire un parent, comment il faut faire? J'ai envie de te dire, réponds pas à cette question-là pour l'instant. Ouais. Réponds à la question de comment je faire le premier. Ok. Voilà, ça rejoint ce que je vais te dire à l'instant. Faites le premier, ça va vous débloquer un maximum de trucs. Mais vraiment, une fois que vous aurez fait ça, ça va vous débloquer. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes en train de vous poser des questions sur l'immobilier? Ouais, ça, on va dire, ça fait 2-3 ans. Ok. Ouais. 2 ans. Toi, 2 ans? Vous imaginez? 2 ans? Vous êtes en train de vous poser des questions sur la suite, un immeuble, un parent, etc. Et ça fait 2 ans que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Pas parce que vous n'avez pas envie, mais parce qu'il y a plein de facteurs qui font que vous n'allez pas arriver aujourd'hui. Si vous arrivez à débloquer ça, c'est comme un jeu vidéo. Vous allez débloquer un skill, là, ça va vous débloquer un truc et boum, ça va vous faire passer un step. Donc là, il faut vous concentrer sur ça. Ok, déjà le premier. Ouais, vraiment. Et sur le premier, on a parlé justement plutôt d'appartements, de rénovation. Est-ce que ça serait intéressant aussi de construire si on achète Je un terrain? déconseille, moi. Franchement, sur du premier, c'est pareil. La construction, je Ok. déconseille. Voilà. Truc simple, petite surface, copropriété, ville moyenne, dynamique, où vous n'êtes pas emmerdé ou avec la vacance locative. Sur ces budgets-là, je pense que vous pourrez trouver. Voilà, un petit studio, je sais pas, à Reims, le marché, à mon avis, un studio, ça doit être 70 000. Ouais, voilà. Donc on est dans les budgets. Ça fait du 80 000 frais de notaire inclus, tout frais inclus. S'il y a un peu de travaux, etc., tu seras entre 80 et 100, ou j'en sais rien. Enfin, si 70 000 rénovés ou 70 000 70 000 rénovés. rénovés. Donc voilà, donc à 80 000, tu as un truc, si tu fais tout toi-même, tout toi-même, si tu gères le truc, la recherche et tout, à 80 000, tu fais un projet. Donc c'est complètement dans vos cordes, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut aller sur le terrain, il faut prendre confiance en vous. C'est un peu ça aussi, je pense. Prenez confiance en vous et vous devriez trouver une opportunité et saisissez-la, quoi. Après, voilà. Par contre, ne cherchez pas. S'il y a aussi une erreur que font beaucoup les gens souvent, c'est de chercher la bonne affaire plutôt que de tout simplement faire une affaire. Voilà. Des affaires, il s'en fait tous les jours. Des bonnes affaires, il s'en fait 2 par vie. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut privilégier la multiplicité des affaires plutôt que l'attente d'une bonne affaire. C'est un peu ça le truc. Ok. Moi, j'ai surtout peur de faire genre une erreur un peu élec, plomberie, qui plombe un projet totalement. Hop, tu dois te prendre 30 000 euros dans les dents parce que voilà quoi. Encore une fois, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Oui. Donc, c'est pour ça que faites-vous accompagner. Alors, je ne l'ai pas dit parce que pour moi, ça coule de source, mais faites-vous accompagner par des artisans qui sont très bien assurés, qui ont aussi quand même un peu, on va dire, un historique important. Franchement, si l'artisan existe depuis 10 ans, que quand vous lui demandez son attestation d'assurance décennale, il ne vous raconte pas une salade, ouais, le genre de salade qu'on raconte là, putain, un peu, voilà, et qui vous dit oui, pas de souci, je vous envoie ça, ou ma secrétaire vous envoie ça, ou un truc comme ça, vous pouvez être tranquille. Enfin, franchement, voilà. Alors, vérifiez quand même. Ça ne vous empêche pas de regarder s'il y a un QR code sur l'attestation, de le scanner, de voir si c'est vrai, ou d'appeler l'assurance pour contre-vérifier. Ça vous prend 3 secondes, ça peut éviter beaucoup d'emmerdes. Mais en tout cas, si l'artisan déjà est vieux, pas vieux, mais en tout cas qu'il exerce depuis longtemps, qu'il est bien assuré, qu'il vous le démontre sans aucun problème, sans vous raconter... Vous le voyez, les gens qui vous racontent des salades, je veux dire, ça se voit, ça se sent. Il faut mettre votre intuition un peu aussi au devant de tout ça. Franchement, vous ne devriez pas être embêté. Après, oui, il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des exceptions, voilà, malheureusement. Et puis, il y a aussi des gens qui subissent des aléas de la vie et qui, du jour au lendemain, ferment une boîte sans l'avoir voulu la veille. Mais c'est comme ça. Voilà. ok. Prendre des assurances. Franchement, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à l'économie, pour moi. C'est important de ne pas se dire, OK, je vais faire l'économie, parce qu'à tout faire à l'économie, vous prenez beaucoup de risques sur le long terme. Voilà, vous allez faire des économies à court terme, c'est sûr, mais sur le long terme, vous allez le payer. Sur la qualité des matériaux, sur les malfaçons éventuelles, sur le travail qui aura été bâclé, sur le manque d'assurance parce que forcément, un mec qui n'est pas assuré, il va vous vendre des travaux moins chers qu'un mec qui est assuré, puisqu'il a moins de charges.
Donc, et franchement, ça coûte très cher les assurances des artisans. Et plus ils font de chiffre d'affaires, plus ça coûte cher. Donc, je sais pas, par exemple, une décennale, ça peut vite être 10 000 euros par an pour un artisan. Donc, tu as déjà 1 000 euros par mois quasiment, enfin 800 et quelques. Ça va vite, quoi. Ça va vite, dépendamment de son volume d'affaires. Voilà. Ok. D'accord. Donc, rassurez-vous, cadrez bien le truc, et puis franchement, ça devrait bien se passer. Mais surtout, sortez de chez vous, passez à l'action, restez pas devant le bon coin, et appelez, allez visiter. Faites-vous un peu de réseau. Et vous trouverez, franchement, sur 10 agents qui vont faire visiter, il y en aura peut-être un avec qui vous aurez du feeling. Mais si vous ne faites pas les 10, vous n'aurez jamais ce 1 à la fin. Donc faites-les. Faites-les et soyez prêts à sacrifier du temps. Et je pense que vous en avez sacrifié déjà pas mal, parce que ça fait 2 ans que vous cherchez, enfin que vous essayez de passer à l'action. Donc sacrifiez-le sur le terrain maintenant et vraiment... Après, moi, j'ai déjà visité pas mal de trucs, mais il y a aussi ce truc très IMO de emplacement. Mais à Reims, comme toutes les grandes villes, il y a des quartiers qui craignent un peu plus, etc. Mais c'est un peu frustrant de trouver un truc vraiment bien dans un quartier un peu craignos. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui vous prévaut quoi? Moi, mon avis, c'est privilégier l'emplacement. Voilà. Après, je connais pas suffisamment la Reims. Tu vois, je connais pas suffisamment la ville de Reims pour t'aiguiller. Non, mais oui, mais... Mais tu vois, tu serais de Toulouse, tu me dirais tel quartier, tel bien dans tel quartier, je te dirais go, no go, tu vois. Ok. Il y a des justes milieux, quoi. Ouais. Faut trouver, en fait, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui l'a déjà fait dans ce quartier-là. Et depuis 10 ans. Pas qu'il vienne le faire il y a 3 mois et qui dit ouais, c'est nickel, ça se loue trop bien. Non, 3 mois, c'est que dalle en immobilier. Mais un mec qui fait ça depuis 10 ans, 15 ans, etc., et qui sait de quoi il parle, qui a vu les quartiers se transformer, qui a vu l'évolution de la ville un peu, franchement, ça n'a pas de prix. Tu vois, si tu trouves ces gens. Et ces gens-là, tu vas les trouver dans les soirées, IMO, dans les événements, s'il y a des séminaires en local, si, tu vois, il y a des choses comme ça. Faut que j'installe Facebook. Faut que tu installes Facebook, voilà. Tu installes Facebook. Non, tu demandes à des vieux, sinon... non, mais je dis Facebook, en plus, je sais même pas s'il y a des groupes et tout ça, mais sur les réseaux sociaux, d'autres réseaux, tu devrais trouver, je pense, des groupes d'investisseurs ou même sur Google. Voilà. Peut-être d'autres blocages que vous voulez traiter tant que vous êtes là, parce que vous avez fait quand même un peu de train pour venir, surtout que c'est pas évident le train de chez vous, je pense, jusqu'ici. Ça va, hein. Ça va, ouais. Bah, moi, j'ai mis presque une journée. Ah ouais. C'est... Bien. Ouais. Moi, en fait, encore une fois, je débute, j'ai déjà visité pas mal de choses, etc. Et je connais pas mal d'outils aussi. Et par exemple, moi, j'en ai un en tête, vraiment, qui m'intéresse. Mais comment ça s'appelle sur un outil où on voit les dernières ventes, etc. Il était là il y a 2 ans, il a été vendu il y a 2 ans, il est revendu maintenant. Enfin, pour moi, ça sonne red flag, mais voilà quoi. Et c'est quoi les différences de prix là entre il y a 2 ans et maintenant? Il le vend un peu moins cher. Parce que, je pense que c'est surtout, c'est un G quoi. Et du coup, forcément, G, je crois que ça tombe cette année, 1er janvier 2025. Du coup, je pense que c'est un peu ça. Ouais. Et que ça doit coûter une blinde. Tu l'as visité? Pas encore. Ok. Pas encore. C'est un agent qui l'a ou c'est en direct? C'est en direct. Bah vas-y. Va le visiter, discute avec lui, pose des questions. Évidemment, il donnera la réponse qu'il a envie de donner. Mais toi, tu confronteras aussi les données. Tu peux le confronter là-dessus. Tu peux dire oui, mais j'ai vu que vous l'avez acheté là. Et là, il va voir de suite que, ok, tu vois, t'es pas juste le mec qui passait dans la rue. Tu t'es renseigné. T'attends de voir ce qu'il va te dire. S'il vend moins cher, c'est peut-être parce qu'effectivement, il est en G, qu'il est hyper carré, qu'il savait pas quand il a acheté. Du coup, il a acheté trop vite et qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens de faire les travaux. Et comme il n'a pas envie de louer en étant dans l'illégalité, il le vend, donc il veut s'en débarrasser vite. En l'occurrence, c'est une opportunité pour toi. Ou alors, peut-être qu'il y a vraiment une merde, que ça se loue très mal, qu'il y a un problème dans la copro, qu'il y a du voisinage qui est pas bon, qu'il y a, je sais pas moi, qu'il y a du deal, qu'il y a de la prostitution, qu'il y a des trucs, enfin, tu vois, ça peut être aussi des trucs comme ça. Yeah. Mais ça, c'est quand tu as une vision très long terme, pour moi, c'est pas un sujet. Tu vois, les mœurs de l'immeuble, sur du long terme, c'est pas un sujet. Parce que tu peux faire d'excellentes affaires, justement parce que toi, tu vas accepter le problème à court terme, que quelqu'un ne peut plus accepter, ou tu vois, il y a ta saturation. Imagine, je sais pas, le mec, depuis 10 ans, il y a de la prostitution dans l'immeuble, tu vois. Et puis l'année prochaine, il n'y en a plus. Et toi, t'achètes maintenant. Parce que, tu vois,
tout tourne, tout change. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, tous les quartiers se mutent aussi, etc. Donc, mais ça, tu peux le faire que si, pour moi, tu as un patrimoine déjà suffisamment large et que tu te mets pas en danger sur un bien, tu vois, sur 100% de ton patrimoine. Là, pour le coup, toi, tu dois être plus vigilant quand même. Tu dois être vigilant et savoir exactement pourquoi il vend et te faire ta propre idée. Mais confronte-le. Franchement, il n'y a rien de mieux que le confronter de visu et tu vois, avec de l'aplomb. Hein. Enfin, tu vois, je sais que c'est pas évident au départ, mais voilà, tu as les outils, tu t'es renseigné, tu as des doutes, tu demandes de les lever. Et après, à toi de juger s'il le lève ou pas. Quoi. Ok. Voilà. Ok. T'as fait beaucoup de visites, Adrien, toi ? 2. 2 ? Ok. Ouais, donc t'es léger quand même en terrain. Ok. Donc vraiment, autant... Toi, tes visites, c'est quoi ton ratio de visites ? J'en ai fait 15. 15 ? Ok. Sur beaucoup de biens quand même que t'as regardé ? Sur beaucoup de biens. Vous regardez les annonces tous les combien, tous les deux ? Comme l'e-box, ça regroupe tout. Tous les jours. Tous les jours ? Non, moi, une fois, je sais pas, par semaine à peu près. Ok. Ouais. Ben, mettez-vous des objectifs. Je vais pas vous les donner moi, mais mettez-vous des objectifs chacun en fonction de votre emploi du temps, votre capacité aussi à vous dégager du temps là-dessus et votre disponibilité. Dites-vous, ok, cette semaine, j'appelle, je sais pas moi, 10 biens. Et puis sur les 10 biens, il faut au moins que je fasse tant de visites. Et sur les visites, il faut au moins que que j'aille plus loin, c'est-à-dire que je creuse un peu la partie travaux, etc. Et franchement, vous faites ça pendant 2 mois et vous serez plus les mêmes dans 2 mois. Enfin, au niveau connaissances et tout ça, quand vous aurez passé 2 mois sur le terrain chaque semaine à visiter des biens, vous serez complètement différent. Tu conseilles combien de visites à peu près par semaine ? Ça dépend si t'es boulimique, Ouais. si t'aimes ça, si t'as de la dispo. Non, mais franchement, ça dépend. Mais si déjà t'en fais une par semaine, sachant que t'en as fait que 2, Ouais. ça, tu vois, dans 2 mois, t'en auras fait quand même 8 ou 9. C'est quand même pas mal, tu vois. Donc t'auras quand même beaucoup plus de connaissances, je pense. Mais essayez d'en faire au moins une par semaine, je pense que c'est bien. Ok. Moi, à chaque fois, je m'arrêtais à la partie travaux parce que, je sais pas, ça me bloque. Enfin, c'est un monde un peu inconnu. Donc, les visites un peu de base, je vois. Mais c'est vraiment la partie travaux que je vais tenter. L'artisan, je sais pas que ça se faisait des devis gratuits ou quelque chose comme ça. Je vais essayer. Et surtout, si vous demandez, les artisans qui vont m'entendre, ils vont me haïr. En plus, j'en ai dans la famille, et puis nous, c'est un peu notre métier aussi. Mais soyez sûr de vous quand vous demandez les trucs. Et c'est vrai qu'un artisan aura plus tendance à vous faire un devis si vous avez déjà signé un compromis et que c'est sûr que ça va aller au bout, que si c'est juste pour avoir une info pour potentiellement faire une offre. Voilà, le temps que le cheminement se fasse, jusqu'à ce que vous signez le devis et que vraiment il arrive à vous facturer peut-être un jour, il va peut-être pas s'emmerder à venir. Ouais. Donc oui, je suis sous compromis, voilà, j'ai un accord de prêt, tout ça, j'ai juste besoin de finaliser un petit peu les devis travaux. Voilà. Bon, c'est un peu mentir, mais c'est au bout d'un moment, soit vous voulez avancer, soit vous voulez que les autres avancent à votre place, quoi. C'est un peu ça. Donc, je vais faire ça. Ouais. Mentir. Ok. C'est pas mentir, c'est oui, enfin oui, un peu. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Mais et sinon, il y a des boîtes de courtage en travaux. Donc, qui elles, vont vous faire les devis, tout ça. Elles seront beaucoup plus chères, parce que souvent, c'est des contractants en général. Ça veut dire qu'ils vont vous signer le marché, puis en fait, ils vont sous-traiter après toutes les parties. Mais vous aurez un interlocuteur, mais vous paierez 15 ou 20% de plus. Ok. Voilà. Mais par contre, ça vous permettra d'avoir un devis très très rapide. Des fois même à distance. C'est fiable, un devis à distance ? Non. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais ça vous permettra d'avoir une base, un référentiel, quoi. Ok. En tout cas, au départ. Voilà. Mais non, c'est absolument pas fiable. Franchement, c'est naze. Mais bon, ça fait déjà quelque chose, de la matière, pour comparer. Voilà. Il y a aussi ce truc de, je sais pas c'est quoi l'ordre. Parce que je vais d'abord voir la banque. Ensuite, je vais voir l'appartement. Ensuite, je vais voir l'artisan. Est-ce que je vais voir l'appartement ? Restez en dessous de 100 000 euros global. Parce que c'est à peu près ce qu'on vous a dit à la banque. Restez en dessous de 100 000 euros. Le sujet RP locatif, ça, vous le verrez plus tard, une fois que vous aurez trouvé un projet. De toute façon, il y a des conditions suspensives. Donc, vous n'allez pas vous mettre en risque non plus en faisant des offres sans condition, un paiement comptant, etc. Donc, quoi qu'il en soit, le sujet financement, vous le reportez à plus tard. Là, la priorité, c'est de trouver un bien. Trouver un bien, faire chiffrer les travaux, avoir une enveloppe de projet globale et pour l'amener à la banque. Faites un petit PowerPoint sur Canva, nickel, un petit PDF, là. Et joli.
un peu charté, sympa. Vous allez mener ça à la banque et ça passera. Ok. Si ça passe pas, vous revenez et puis on discutera. J'ai menti, ça n'a pas marché. Et voilà ce que je peux vous dire. D'autres sujets que vous voulez voir? Non, pour ma part, c'est déjà bien. Hein. Je repars avec des choses à faire. Des devoirs. Ouais. J'ai l'impression qu'au-delà de choses vraiment très devoirs, on dit, ou factuelles, il vous faut juste de la motivation et de la confiance en vous. Enfin, la motivation terrain, quoi. Pas que morale. Oui, c'est ça, voir aussi tout ce qu'on peut faire. Oui. On s'en rend pas forcément compte et là, rien que de discuter, j'ai déjà appris plein de choses. Donc. Je pense que vous sous-estimez effectivement ce que vous pouvez faire parce que vous avez le syndrome de l'âge. Voilà. Vous avez le syndrome de j'ai rien fait, c'est mon premier, donc personne ne va me prendre au sérieux et puis j'ai pas envie d'embêter les gens. Ce que je comprends, mais après vous savez aussi que vous le faites pour vous et que personne ne le fera à votre place. Donc si vous le faites pas vous, ça n'arrivera pas, quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut vous dire. Mais c'est surtout aussi que, moi je sais pas pour toi, mais j'ai tendance à ruminer et j'ai la possibilité de faire ça, ça mélange et ça me perd et au bout d'un moment c'est comme si je surchauffe. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus clair d'en discuter comme ça. Au moins ça donne un éclaircissement. Mais c'est toujours un peu flippant. Je comprends. Toujours un peu flippant. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'engagement. Mais même, peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Du coup, ça fait peur, mais tranquille. Non, mais je comprends. Mais si vraiment après vous êtes hésitant, que vous avez cette peur de tout seul, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par des gens comme nous. Bon, nous, on n'est pas dans vos régions, mais des gens comme nous, de confiance, qui vont faire les choses à votre place, tout en vous faisant monter en compétences. Ça, c'est important. Voilà. Pour comprendre, apprendre et évoluer aussi, tout en étant certain, alors on n'est jamais certain à 100%, mais tout en étant certain, en tout cas, de choisir les bonnes personnes pour vous faire accompagner et donc d'être plus rassuré, que ce soit beaucoup plus fluide. Voilà. Okay. On faisait des stats, là d'ailleurs, nous sur Artae, on faisait des stats et qu'on va publier là, qu'on a déjà publié, puisque cet épisode va sortir plus tard, et qu'on a déjà publié. La durée moyenne chez nous entre quelqu'un qui signe un contrat avec nous, qu'on démarre la recherche et une offre acceptée, c'est 67 jours. Donc ça veut dire que le mec signe un contrat avec nous, 67 jours après, il a fait une offre acceptée. Alors que le client, avant de signer avec nous, ça fait 1 an, 6 mois, 9 mois, peut-être même 2 ans comme vous, qui procrastine et qui fait rien du tout. Vous voyez ? Donc ça aide aussi. Il faut des éléments déclencheurs dans la vie. Soit c'est parce qu'on se fait accompagner par des gens, soit c'est parce qu'on s'associe avec des gens, soit des fois c'est une rencontre. Et j'espère que celle-là, elle aura été bénéfique pour vous et que ça vous débloquera des trucs. Et moi, je serais ravi qu'on en reparle dans 3 mois et que vous me disiez « Putain, j'ai fait 4 offres. Il y en a une qui a été acceptée. C'est bon, j'ai mon dossier qui est en financement. J'espère que je vais l'avoir, mais ça va le faire. » Et même si vous ne l'avez pas eu, c'est pas grave. Parce que vous aurez fait un step tellement énorme depuis notre discussion aujourd'hui que franchement, vous aurez avancé et vous vous rapprocherez encore plus près du but. Et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas on-off, c'est une progression. Donc peut-être que vous n'aurez pas votre financement, c'est pas grave. Mais peut-être que dans 6 mois après, vous referez la même chose et vous l'aurez. Mais vous serez encore obligé de passer par ce 4 pattes, debout, marcher, etc. Voilà. Je sais pas si on pourra faire les petits schémas au montage de l'homme préhistorique qui se relève là, petit à petit. Voilà. Bon, merci à vous d'être venus encore. Merci à toi. Je pense qu'il va y avoir du soleil quand vous allez sortir. Donc, ouais. Vous repartez quand ? Ce soir. Ce soir ? Demain ? Ok. Bon, bonne soirée à Toulouse. Bon retour en tout cas. Bonne nuit dans le train. Merci. A priori. Ouais. Ça va durer un petit moment. Et puis, au plaisir d'avoir de vos nouvelles et éventuellement de refaire un épisode quand vous serez tous les deux propriétaires. Oula. Ça va être cool. Ouais. Que vous nous racontiez un peu votre histoire, comment vous l'avez vécu. On va voir. Ok ? Avec plaisir. Allez, merci. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.